Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Je serai aujourd'hui votre animatrice Audrey, et bien entendu, je suis avec la femme avec les plus beaux cheveux du monde, Catherine! C'est moi! C'est parce toi. que je fais un pineapple. Exactement. Oui. Tu l'as présentement sur la tête. Je l'ai présentement sur la tête. Et voilà. Voilà. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Oui. J'ai réalisé qu'il fallait qu'on écrive à Megan pour savoir où est-ce qu'on s'en va tantôt. Tu feras ça pendant que je parle, OK? J'ai pas mon téléphone. Ah non, tu feras ça avec mon téléphone pendant Ok. que je parle. OK, attends, on va le faire maintenant. Après ça, Parle-moi de l'avenir et du beau temps. C'est pas ça, hein? La pluie et du beau temps. Normal, la pieux. Ben écoute, pendant que Catherine se rappelle qu'il fallait qu'on texte Mégane, je vais vous recommander un café. Alors, c'est un café qui nous a été offert Voilà, c'est fini. par Perle, une charmante auditrice, Oui! qui nous a en fait offert une boîte de café de la compagnie Third Wave. Oui, c'est tellement gentil, c'est tellement généreux. Alors, pour les courageux et courageuses qui nous suivent depuis longtemps, vous vous rappelez peut-être qu'au début de notre humble carrière, nous étions commandités par le Roasters Pack et le Roasted Beanbox, qui étaient deux services de livraison de café à domicile. C'est vrai qu'on a été commandité par le Roast Beanbox, j'avais oublié ce bout-là. Et oui. Eh bien, la boîte de Third Wave, c'est exactement le même concept, à la différence près que leur service se concentre plutôt à Montréal et que lorsque vous décidez de vous offrir une boîte, vous pouvez offrir une boîte à un ami et obtenir un sac de café en cadeau. Ça, c'est quand même le fun. Mais pourquoi ça s'appelle Third Wave si c'est basé à Montréal? Loi 101! Ben, c'est Parce- une parce que ça appellation, les Third Wave, les cafés Third Wave. Pas vrai? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé au First and Second Wave? Je sais pas c'est quoi exactement, mais c'est comme dans les manières que les cafés fonctionnent. Il y a eu la First Wave, Second Wave, puis Third Wave. Mon Dieu que je devrais m'éduquer! Mais Ça non! a pas d'allure. Au pire, quelqu'un va écrire pour nous l'expliquer. Je suis une tweet. D'accord. Alors, c'est un petit peu comme un MLM, à la différence près que t'as pas à tomber dans les DM du monde dont tu te calissais au secondaire. Alors, la boîte de Third Wave, elle est 100% personnalisable et elle vous permet de choisir votre torréfaction ainsi que votre mouture. Parce que Catherine a le palais un peu plus particulier que moi, je vous ai choisi une boîte de torréfaction mi-foncée et une mouture pour la machine espresso parce que Catherine et moi sommes des petites bourgeoises affirmées. 100%, mon Dieu, oui. J'ai déjà parlé de ma machine à café, mais dans les vidéos, bonus pour notre Patreon, pas dans Exactement. le reste C'est du un monde. secret pour les autres. C'est un secret pour notre secte Exactement. Patreon. Alors, dans cette boîte, j'ai eu le plaisir de découvrir le café Rio Bril Ante foncé par le torréfacteur Binocle. Fun fact, Binocle est le premier café certifié 100% carboneutre au Québec. Yay! Ah mon Dieu, c'est normal le fun! Ben oui. Ben oui! Alors, il s'agit d'un café de variété bourbon et qui a des notes de fudge, de noix caramélisées et de mélasse. No. Et là, chers auditoristes, ce café-là, laissez-moi vous dire qu'il était délicieux et il me faisait me questionner sur si c'était vraiment une torréfaction mi-foncée parce qu'il était très sombre et sirupeux et me rappelait un petit peu les espressos que j'ai bu en Italie. Et te rappelait ton âme, Il me sombre rappelait et mon âme sirupeuse. sombre et sirupeuse. Alors, C'est beau la vie. c'était un café absolument délicieux. Alors, je répète, c'était le café Rio Bril Ante foncé par le torréfacteur Binocle qui nous a été offert par Perle via une boîte de Third Wave. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site web de Third Wave ou sur celui de Binocle si vous voulez juste goûter ce café-là et que vous en voulez pas une tralée d'autres. Mais oui, bien sûr. Alors, maintenant que j'ai mon café, Catherine, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Bonjour. Alors aujourd'hui, je réalise que j'ai oublié d'écrire mon introduction. Alors, J'aime pas ton texte. si habituellement le texte commence avec l'introduction. Ah. Alors j'ai oublié d'écrire mon J'ai introduction. amené posé divisé. Oui, mais en fait, l'importance d'avoir écrit mon introduction et de l'avoir oublié maintenant, c'est que ce code nous a été recommandé par plusieurs personnes que Oui. je ne peux pas remercier. Mais je vous Mais il y remercie avait parce il y avait entre autres mon oncle réal. Ah oui, c'est vrai, absolument. Mon oncle réal. Oui. Et je pense que peut-être Sean English nous a recommandé ça. Ça sonne comme Sean. Ça sonne comme toi, Sean. On te connaît. On te connaît maintenant. Mais donc aujourd'hui, je vais vous parler
du cowboy de Mégantic. non pas de Donald Tchernobyl. Morrison. Non, mais je vais faire des blagues de la classe américaine et du cowboy de Tchernobyl tout le temps. Pour nos auditoristes de la France. Absolument. Ou ceux du Québec, qui ont une culture des produits populaires français Qui assez était dans obscurs. notre cours avec Antonio. Absolument. Donc, je vais vous parler du cowboy de Mégantic, Donald Morrison, qui est le criminel qui a été le plus longtemps criminel dans le bois au Québec. Est-ce qu'il avait un cheval d'acier? Non. Ah, Comme Jean Bon Jovet. oui. D'accord. Non, il n'avait pas... Pardon, non. Non, il n'avait pas cela. Il n'avait... Et en fait, il était même pas... Il était un vrai cow-boy, mais le fait qu'il était un cow-boy n'a aucun rapport avec cette histoire. Ça fait tout partie du mythe de Donald Morrison, qui, non, sérieusement, a été le criminel qui est resté en cavale le plus longtemps dans l'histoire du Canada. Oh là là. Donc, il n'a pas Ou du vu... moins du Québec. Il n'a pas vu 1000 visages et il ne les a pas rockés. Non, absolument À pas. motadine. À motadine. Il aurait pu, quand même. Il aurait pu. Il aurait vraiment pu. Et il était quand même... Tout le monde n'arrêtait pas de dire à quel point il était beau, Donald Morrison, mais vous savez, c'est les critères de beauté d'antan. Moi, je sais pas... Il y avait la majorité de ses dents. Puis, je veux dire, oui, il avait une belle grosse moustache, mais à part Oh. de ça... Donc, aujourd'hui, je vous parle de Donald Morrison. Yes. Est-ce que je commence ça direct là? Let's go. OK, cette histoire, avant de commencer direct là, je vais vous dire que cette histoire m'a permis de sombrer dans l'abîme des recherches sur Ancestry.ca. Et je devrais vraiment arrêter de faire ça, parce que là, j'ai installé l'application de Ancestry sur mon téléphone cellulaire et je passe mes règles de métro à chercher des affaires sur Ancestry et je me suis abonnée. Donc là, j'ai l'abonnement premium avec accès à plein de documents et mon Dieu que je perds du temps là-dessus. Puis par là, je veux dire que j'ai cherché des informations sur la famille de Donald Morrison jusqu'au moment où je me suis rappelé, mon Dieu, mais Catherine, ça n'a aucun impact sur le reste de l'histoire. Il faut que tu arrêtes de chercher l'histoire des parents de Donald Morrison. C'est même pas Donald Morrison, c'est ses parents. Puis là, j'ai débarqué du train de la généalogie. Mais écoute, je pense que c'est quelque chose de mieux de te perdre dedans que l'enfer de l'alcool. Ben non, mais comme, oui, Ou de la drogue. c'est intéressant, tu sais. Puis à toutes les fois que, je veux dire, mon père a fait toute notre arbre généalogique. Puis là, à toutes les fois que je disais à mon père, « Hey, j'ai eu tellement de fun l'autre jour à faire des recherches généalogiques », il me dit, « Mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Avant, tu t'intéressais pas à ça. » Je suis comme, « J'ai pas besoin de dire à tous les jours à quoi je m'intéresse. J'ai toujours trouvé ça intéressant, juste parce que j'avais jamais eu le guts avant de payer pour avoir un abonnement à une plateforme puis pouvoir, comme, trouver des vrais documents. C'est pas parce que je m'intéressais pas à ça. Puis là, je m'intéresse clairement à ça. Voilà. C'est mon genealogy era. Elle a même fait Ok. mon arbre généalogique. Je sais, puis j'ai trouvé des photos de ton arrière-grand-mère Je qui sais. ressemblaient beaucoup à ta sœur, puis c'était incroyable, c'est un beau moment dans ma vie. J'ai fait de l'arbre généalogique d'un de mes collègues aussi. En tout cas, Hey. c'était quand même utile pour en savoir plus sur la famille de Donald Morrison. Alors, Yes, notre sir. histoire commence avec un Écossais des Highlands Oh. qui s'appelait Murdoch Morrison, surnommé Murdo. C'est pas très original. Non, je sais, mais tu sais, Murdo. Murdo, M-U-R-D-O. Donc, quand j'ai vu son nom la première fois, je me suis dit, ceci n'est pas un nom qui existe. Et quand j'ai vu que finalement il s'appelait Murdoch, en faisant mes recherches sur Ancestry.ca, je me suis dit, ah, ça a bien plus de bon Ça sens. fait plus d'allure. Ah oui, non, ça a beaucoup plus d'allure. Alors, Murdo Morrison, c'était un vrai Écossais. En kilt. Oui. Pas comme tout le monde qui fait des tests d'ADN par 23andMe puis qui se découvre un héritage à 2% écossais et décide de porter des kilts et d'en d'appeler faire leurs toute leur enfants personnalité. et d'en faire toute leur personnalité et d'appeler leur enfant Braveheart Et Mackenzie. et Mackenzie et aussi c'est qui Bonnie Prince Charlie puis après Et ça qui Mackay. vont aux États-Unis. J'ai appris ça là, c'est devenu ma nouvelle fascination là, ça, ce phénomène là, c'est surtout aux États-Unis, il y a des Américains. Là ils font des tests d'ADN, ils disent oh mon Ouais. Dieu, je suis à 3%. Irlandais. Et là, mais c'est surtout les Écossais, parce qu'aux États-Unis, il existe des sociétés qui s'appellent des clans. Mais je veux dire, les clans, c'est plus quelque chose qui existe, parce Non. qu'on n'est pas dans l'époque de William Wallace, justement. Mais les Américains peuvent payer pour avoir un membership à un clan. Fait que là, il y a des groupes Facebook où ils cherchent leur clan. Mon Dieu, mais... Puis je veux dire, c'est la même affaire que moi puis mes recherches généalogiques, dans le fond. C'est juste parce que les autres pensent que c'est des Écossais parce qu'ils ont 3% d'ADN écossais. Mon Dieu, mais c'est tellement facile de faire la piastre aux États-Unis. Quand même assez, hein? Là, c'est super intéressant. Puis là, il y a des groupes de discussion où est-ce qu'ils sont comme « Oh, j'ai trouvé ce foulard avec un tartan dans un Ardennes. De quel tartan s'agit-il? » Puis les gens sont comme « C'est pas un tartan d'une famille, c'est juste un pattern Le random. Ardennes. C'est le Ardennes. » C'est super intéressant. Bref, Murdo Morrison était
plus un vrai Écossais que ces gens-là, c'était un vrai Écossais des Highlands. Et en 1842, un Murdo Morrison bien jeune et fringant de 25 ans a émigré au Canada pendant une période qui s'appelait en Écosse The Clearances. Oh! C'était un mouvement... Les spéciaux. Oui, c'était les rabais. Les rabais. Les rabais des Écossais. C'était un mouvement qui a eu lieu où de grandes populations des Highlands étaient mises à rabais et aussi forcées de quitter leurs terres pour faire place à de grands pâturages pour les moutons, ce qui a beaucoup contribué à un mouvement de dépopulation rurale en Écosse et au fait qu'aujourd'hui, il y a 4 fois plus de moutons que de gens en Écosse. Oups! Ça, c'est un vrai fait cocasse. Donc, c'était le cas de Murdo. S'étant fait kick-out de sa maison par un troupeau de moutons, il a décidé... Ils se sont fait exproprier par des moutons. Je sais pas. J'ai pas compris ce qui se passait, mais c'était une vraie chose. Puis je suis allée lire, tu sais, je veux dire, des entrées encyclopédiques sur les clearances. Puis c'est une vraie période historique qui était très, très importante. Gros mouvement de dépopulation. C'est le contraire de l'exode. La guerre des émeurs. C'est comme l'exode rural, mais là, l'affaire, c'est qu'en ville, il y avait comme... C'est moins dramatique que la guerre des émeurs. Mais, c'est le fun, la guerre des émeux. Oui. Oh mon Dieu, que c'est intéressant, ça. Pourquoi tu m'as parlé de ça? Donc... Épisode bonus, Catherine. un jour. Mets ça dans ta petite poche. Oui, je vais mettre ça dans ma poche. Donc, c'est ça. L'affaire, c'est qu'à cette époque-là, il venait aussi de sortir d'une des plus nombreuses famines en Écosse et en Irlande, les famines de patates. Puis là, il n'y avait pas de job pour personne. Donc, il a décidé d'émigrer au Canada. Et à cette époque-là, il y avait une compagnie qui s'appelait la British American Land Company qui détenait des milliers d'acres de terre dans les Eastern Townships, les cantons de l'Est, et qui avait pour mission d'encourager l'immigration dans la colonie du Bas-Canada, parce que c'était avant le Dominion, là. La colonie du Bas-Canada! Let's go! Yeah! Pour étendre la suprématie coloniale des Anglais. Bien sûr, c'est ça le but. Quelle petite phrase. Parce qu'on était en 1842. Mais ben voyons, tu le sais que je fais des hot takes. Lise Thibault, elle le dit, on est chanceux de s'être fait coloniser par Angleterre. Qui sont un peuple tellement compréhensif. Exactement. Je suis sûre que comme les gens des Premières Nations qui entendent cette citation-là se disent « Oui, absolument. Oui. Vraiment chanceux. Ah! Absolument. Je suis satisfait. » J'allais faire une blague de « On va aller prendre en otage le pont Mercier », mais je la ferai pas. Ah! Mais tu l'as fait. Ah, je l'ai faite! Mais j'aimerais ça qu'on parle de ça un jour, de la crise au cas. C'est intéressant, ça aussi. Mais vas-y! Non, mais je ne peux pas. Je ne suis pas une personne autochtone. Je ne saurais prétendre de parler de ces affaires comme du monde. Donc, de retour à Murdo Morrison, OK? D'accord. Murdo, c'est donc acheté une terre dans le canton de Lingwick, en Estrie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les terres qui étaient allouées par le British American Land Company aux Écossais et aux Irlandais, ben c'était les restants du fond du baril des terres pas bonnes et pas cultivables, parce que pour les Britanniques, les Écossais et les Irlandais étaient des sous-gens. Une sous-population. Je vais aller chercher mon chapeau surprise. Oui, tu l'es-tu? Oui. Ah bon? Ah, je suis tellement surprise qu'il ait fait ça. Voyons donc. Mais Lise Thibault, elle a dit, oui, mais des choses. Non, mais il y avait un système, en fait, puis il y avait, quand il y avait un Écossais qui arrivait, ben, il allait regarder dans une pile de terrain poche, puis là, quand il y avait un British qui arrivait, ce qui était considéré, entre gros guillemets, un bon immigrant pour la colonie britannique du Canada, ben, il lui donnait une bonne terre. Ça s'appelle la discrimination. Oh! Banalisé. Ah! Et systémique! Ah! Ça a entré dans le chat, là. Oui, j'essaie d'avoir moins de blagues en anglais, parce que tu m'as dit de faire attention, mais je suis pas capable de traduire toutes mes jokes. Alors, c'est pas moi qui t'ai dit de faire attention. casual discrimination has entered the chat. Bon, en tout cas... François Legault dit non. Non. Non? Non. Non. Did not happen. Ça n'existe pas, ça. Mm-mm. Comme le profilage racial pour la police, ça n'existe pas. En tout cas... Murdo est arrivé au Québec en 1842 et a rencontré une jolie jeune fille du nom de Sophia Mackenzie, qu'il a épousée sur le champ. Ils ont travaillé tous les deux à Québec assez longtemps pour ramasser l'argent et les équipements pour, aller, entre gros guillemets, coloniser leur terre. Parce que, je veux dire, il fallait la défricher puis se construire une maison. Oui, son arrière-grand-père, il faisait sans doute ça en Écosse, mais lui, il faut qu'il fasse là parce qu'il y a des moutons qui ont pris sa maison. Ils ont pris sa maison puis sa femme. Oh non! Pauvre Murdo! Alors, ils ont travaillé longtemps pour ramasser de l'argent pour la terre qui était promise à Murdo. Puis là, ensuite, ils sont partis là-bas et ils ont fondé une famille. Ils avaient plusieurs enfants, ça c'est mes recherches d'Ancestry. Leur fils aîné s'appelait Norman.
il est né en 1847. Et ensuite est venu Malcolm en 1848, ce qui est très rapproché pour avoir 2 enfants. Oui. Et ensuite, Murdo Jr., parce qu'apparemment, il aimait pas les 2 premiers assez pour les appeler Junior, mais le troisième, oui. C'est lui! Il est si beau, cet enfant! Regarde-le, wow! Ah! Et puis finalement, il y a Donald Morrison, né en 1858 dans le canton de Lingwick, au Québec, qui n'était pas encore le Québec. Nope. Rendu au milieu des années 1870, Murdo et ses fils travaillaient sans relâche sur leurs terres, mais les vaches étaient maigres et c'était une époque de vaches maigres. Oh. En plus, Murdo parlait seulement le gaélique à son arrivée, which is, you know, pas pantoute une langue officielle dans le bout. Wow, OK. Alors, son intégration dans la société canadienne-française, même si ce coin-là, c'était les Eastern Township, il y avait beaucoup de communautés anglophones aussi, mais tu sais, son intégration dans la société était comme qui dirait ardue. Bon. Par contre, 35 ans plus tard, il parlait aussi l'anglais, mais apparemment, il était un analphabète qui ne savait ni lire ni écrire. Mais à quoi ça sert de savoir lire, anyway? On va l'apprendre plus tard. D'accord. Partie 2, le cow-boy de Tchernobyl. Ainsi, les Morrison ont travaillé fort pendant de nombreuses années pour arriver à se faire une belle petite vie. Malheureusement, en 1874, ça n'allait plus. Oh non. Murdo avait hypothéqué et réhypothéqué plusieurs fois la terre et la famille n'arrivait plus à joindre les 2 bouts. Oh non. Alors, le jeune Donald, n'écoutant que son courage, qui était une petite jeunesse pleine de motivation, là, il était né en 58, on est en 74, donc il a 16 ans. Oh. Bon. Il a eu une idée. Il allait partir dans l'Ouest américain, où il travaillerait pour apprendre le métier de cow-boy, Oh! de garçon de vache. Il va à l'université des cow-boys. Il va aller à l'université Brigham Young des cow-boys. Non, Oh c'est- là là. c'est une blague. Les Mormons ne sont pas intégrés dans cette histoire. Mais il allait ainsi faire la piastre, comme on dit en bon français, et pourrait envoyer tout son argent à sa famille pour aider son père. Et c'est ce qu'il a fait. Parle-moi donc de ça, un fils serviable de même. Hein? Hein? De C'est nos pas jours, Murdo on n'a plus de Jr., respect. hein? Hein? Ben non, mais... Hey, on va en reparler, Murdo Jr. Oh! C'est un maudit. En tout cas, Oh! motivé par Il a ses pas rêves choisi... Il a pas choisi le bon, finalement. pour l'appeler Murdo Jr. Non, quand même assez, mais je veux dire... Tous les frères Morrison étaient un petit peu étranges. En tout Ok. cas, Les frères donc, Dalton. motivé par ses rêves de cow-boy D'accord. et de chevaux et de patriarcat, Donald est donc parti dans l'ouest du Canada et des États-Unis parce qu'il s'est rendu éventuellement au Montana pour apprendre à chauffer un cheval, non, comme conduire, non, Faire un parking en parallèle à cheval. monter sur un cheval, monter Oui. à cheval, voilà, C'est quand même difficile. monter un cheval, jouer du lasso et faire des affaires de cow-boy comme tirer du fusil. Oh là là. Bang bang. Donald est parti pendant 7 ans faire sa fortune dans l'Ouest, et puis en 1881, une lettre de sa famille l'a convié à revenir dans les Eastern Township parce que rien n'allait plus, Oh non. de nouveau, Oh sur non. la terre des Morrison. Maintenant que tu as ton diplôme de cow-boy, reviens à la maison. S'il te plaît. On va se faire exproprier par les moutons. Non, on va se faire exproprier par des gens riches dans la ville. En l'absence de Donald, Malcolm, son frère aîné, avait pris possession de la terre. Des tensions avec Murdo le père l'ont ensuite poussé à renoncer à la propriété en échange d'un règlement de 450 $. Murdo a obtenu cette somme en hypothéquant la ferme à un investisseur de Sherbrooke. Puis là, le deuxième fils qui venait après, Murdo Jr., a alors exploité la terre avec son père pendant 2 ans avant de déménager sur sa propre ferme de l'autre côté de la rivière. À la demande de sa famille, Donald est retourné chez lui et a versé 482 $ de ses économies pour couvrir les créances en suspens contre sa famille. Puis ça incluait un montant de 250 $ qui restait sur l'hypothèque initiale sur la terre, ainsi qu'une partie de la nouvelle hypothèque qui avait été accordée à Murdo Jr. quand il avait cédé, parce que tout ce qui se passait, c'est que les fils, ils rachetaient la terre à leur père qui était pauvre, tu sais. Mais là, finalement, ça valait plus rien. Là, leur père essayait de les racheter. Il était comme, non, je vais te reprendre l'hypothèque. Fait que bon, il est revenu, il a donné de l'argent pour solder une partie de ces affaires-là. Puis là, c'est lui, officiellement, qui s'occupait de la terre. Mais là, à la fin de l'année 1885, Donald, il est aussi entré en conflit avec son père, puis il a décidé qu'il voulait plus s'en occuper. Assez. Fait que là, il a dit à son père, « Regarde, tu peux me donner 400$, puis je vais te céder la terre. Sinon, regarde, je vais contracter une hypothèque auprès de toi, là, pour avoir la terre, OK? Puis, en échange, tu vas partir, puis je vais te donner une nouvelle maison que je vais construire pour toi, Avec mes mains. avec mes mains, tu sais. Comme ça, regarde, c'est moi qui vais m'en occuper, puis toi, t'as plus besoin de t'occuper de rien, puis je te fournis, tu sais, une nouvelle maison, puis une réserve de bois de chauffage, puis tout ça.
C'est des super bonnes conditions, mais son père, il est pas intéressé, pantoute. Il est orgueilleux. Il est très orgueilleux, mais aussi, tu sais, selon certains, le fait qu'il ait refusé l'offre de Donald, c'est aussi un indicateur des mauvaises relations qui existaient au sein de la famille. Fait que le monde s'entendait pas très bien. Donald Morrison a donc obtenu un jugement de la cour contre son père pour le forcer à lui payer 900$ parce que son père lui devait de l'argent sur la terre. Puis celui-ci a réagi en allant voir un riche homme d'affaires de Mégantic, Malcolm McCauley, pour contracter une nouvelle hypothèque puis lui emprunter encore plus d'argent pour justement pouvoir rembourser Donald. Mais là, le problème, c'est que, ils ont fait un deal qui était pas mal tout croche et que j'ai essayé de vous expliquer du mieux que j'ai pu et j'ai en fait réenregistré tout ce segment. Lol. Audrey peut en témoigner, parce que c'était super mélangeant. Je ne comprends absolument rien aux histoires de créances. Mais bon. On s'excuse, on fait de notre mieux. Ce qui est arrivé d'important, c'est que le père est allé voir Malcolm McCauley pour contracter une nouvelle hypothèque et celui-ci lui a fait signer une promesse d'hypothèque qui était plus élevée que le montant sur lequel il s'était entendu. Murdo Morrison ne le savait pas parce qu'il était analphabète. Voilà, c'est ça qui est important. Mais la seule chose qui fait pousser sur cette terre-là, c'est des dettes. Exactement. Fait que là, l'affaire, c'est que, tu sais, il a contracté toute cette nouvelle hypothèque-là. Fait que là, en théorie, il a pu redonner de l'argent à Donald pour lui dire « Ok, tu peux sacrer ton camp maintenant. » Mais là, Donald avait compris qu'il allait perdre la terre familiale à cause de ça. Lui, il était vraiment pas content. Fait qu'il est allé chercher un avocat qui venait de Montréal, un avocat fancy et tout, qui lui a suggéré « Ok, la meilleure façon de récupérer ta terre, c'est de la faire vendre aux enchères dans une espèce de reprise de faillite. Okay. Comme ça va l'enlever des mains de ton père puis de l'autre monsieur, puis tu vas pouvoir l'acheter. » Mais le problème, c'est que là-dedans, il s'est fait outbid par le méchant Malcolm McCauley, le monsieur de l'hypothèque, qui lui a acheté la ferme pour 1000$ puis qui a dit « Ok, c'est merveilleux, à partir de maintenant, vous êtes exproprié. » Oh non! Ouais. C'est les moutons all over again. C'est les moutons all over again! Mais là, maintenant, c'est les riches hommes d'affaires de Mégantic. Le méchant monsieur... Il a ouvert son manteau pis c'était juste des moutons! Non! C'était comme le contraire de l'affaire des moutons dans l'Odyssée, mais au lieu d'être caché sous un mouton, le mouton était caché sous lui. Fait que là, ça là, Donald Morrison, il n'a pas apprécié du tout. On le feel. Fait que là, il a évincé les parents de Donald Morrison, puis éventuellement, McCauley a vendu la terre des Morrison à un Canadien français qui s'appelait Auguste Duquette, qui l'a payé cash. Et les vieux parents, ils ont été forcés d'aller vivre dans un petit shack dans une autre ville à côté, une petite communauté qui s'appelait Marsden. Mais Donald, lui, il était pas dans le pantoute avec toute cette histoire-là. Puis il trouvait que son père s'était fait escroquer par le maudit McCauley, puis il était prêt à mettre de côté tous ses différends avec son père, justement, pour récupérer la terre au nom de la famille. Alors, il a décidé de squatter la terre. Et de squatter, tu sais, la grange et tout, au lieu d'accepter l'évincement sans rien faire. Fait que là, il est resté dans la maison illégalement pendant un petit bout de temps. Puis quand il s'est fait finalement évincer par la police, il s'est fait la promesse que personne d'autre n'habiterait dans cette maison. Et il a commencé à harceler la pauvre famille d'Auguste Duquette qui avait rien demandé puis qui avait rien fait de mal. Puis là, ceux-ci, ils ont décidé qu'ils se laissaient pas intimider. Non, on a des guns, piou-piou! Alors, le 8 C'est les cantons de l'Est. C'est les cantons de l'Est, piou-piou. Il n'y a pas de loi ici. Non, exactement. C'est la terre des cow-boys. Alors, le 8 mai 1888, Donald Morrison, qui lui non plus n'avait aucune loi, a décidé de brûler la grange. Wow! Le 17 mai, 2 semaines après, il les regardait dans leur salon et il a tiré un coup à travers la vitre qui s'est logé dans l'horloge de l'autre côté de la pièce. Et la famille était terrorisée, tellement terrorisée qu'elle s'est réfugiée direct chez Murdo Jr. qui habitait l'autre bord de la rivière. Là. Oui. Ton frère, il est un petit peu croqué dans le plafond. Oui, puis ça a montré encore plus que la famille de Donald Morrison était pas vraiment derrière lui. Oui, mais écoute, je suis désolée pour ce qui est arrivé à ta famille, Donald, mais c'est pas la faute à Monsieur Duquette, là. Non, je sais. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu t'attaques à la mauvaise personne, Je sais pas pourquoi il est pas allé brûler à la maison de Monsieur McCauley à Mégantic. Oui, de Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. J'aime même pas mettre de joke de Macaulay Culkin dans mon affaire, j'en reviens de me pas pédante. Voilà. Fait que là, les Duquette se sont réfugiés chez Murdo Jr. Puis 2 semaines plus tard, ils ont décidé de retourner chez eux, parce qu'ils se disaient, OK, là, ils se sont sûrement calmés, Donald, là. Puis là, ils sont arrivés, puis ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus de maison, Donald l'avait brûlée. Ah ben au moins, il a attendu que le monde sorte. Ben oui! C'est gentil. Alors, prochaine interrogation. C'est gentil de sa part, j'imagine. Prochaine partie. I hate it. Wii U, it's the sound of the police. Oh non!
sans surprise, la police a émis un mandat d'arrêt contre Donald Morrison. Oh my God, on peut plus brûler des granges en paix. Puis les maisons des gens quand ils sont pas dedans. Oh my God. La Il police... était même pas là. il était même pas... Il était chez Murdo Jr., tout était beau, en tout cas. Il n'y a plus personne qui reparlait après des parents qui s'étaient fait exproprier puis qui vivaient dans un shack dans une autre ville. En tout cas, whatever. Fait que là, la police a essayé pendant longtemps de l'arrêter, mais personne n'arrivait à le faire parce que Donald, il y avait beaucoup d'amis dans le coin. Il s'est Puis- accroché après les mêmes. Non, mais il y avait beaucoup d'amis, puis ses amis trouvaient que Ouais. ben il avait fait la bonne chose de s'insurger contre les abus commis par Macaulay et la société en général. Alors ses amis l'aidaient à se cacher de la police en faisant complètement abstraction du fait que comme les pauvres Duquette n'avaient rien fait pantoute puis ils n'ont plus de maison. Ouais, C'est je triste, pareil. Les étiquettes, ils ont rien fait de mériter ça, là. Non, c'est ça. En plus, paraît que le constable du coin était un homme qui était vraisemblablement un peu tweet et un peu trop timide pour être un constable. Oh et non! il voulait pas vraiment se badrer d'arrêter Morrison lui-même, ce qui posait quand même problème. Mais par chance, il y a un bootlegger américain du nom de Lucius Warren qui Tout est un nom. décrit un peu partout comme un voyou vraiment très très loose cannon de réputation pas mal douteuse, qui est allé voir le chef de police pour lui demander si ça y tentait de l'assermenter pour qu'il devienne un constable spécial et qu'il puisse arrêter Donald Morrison à sa place. Wait, what? Ah Attends, quoi? Il est juste allé voir la police et dit « Hey, donne-moi un badge et un gun, Mike, Ouais! t'as cherché, moi! Yes, sir! Yeah! Piou, piou! Et là, quelle bonne idée, s'est exclamé le juge de paix Morin. Oh, j'y avais même pas pensé! Ben, c'est incroyable! Et il l'a tout de suite sacré constable spécial. Et c'est comme ça que Lucius, Tiens, v'là qui ton était badge. surnommé Jack Warren, Pourquoi? je sais pas, c'est comme ça qu'il est devenu policier. Pourquoi on l'a pas surnommé Lucy? Luc, Lucky Luke! je suis ton père, Luc. OK. Donc, il est devenu Là, ton policier. badge de comme ça. shérif. Et voici. Il avait donc son badge de shérif. Mais là, la question c'est, pourquoi il voulait faire ça, là, Jack Oui. Warren? C'est quoi... C'était quoi son objectif? C'est quoi sa peau dans ce jeu? Oui, quelle est sa peau dans ce jeu? Eh bien, tout le monde disait que Donald Morrison, vu qu'il était allé étudier au Montana comment être un cowboy, c'était un excellent tireur. Oh, Et Jack Warren, lui, se vantait lui-même d'être un excellent tireur. Et alors, ça lui tentait d'être confronté à Donald Morrison dans un duel, tu sais, pour le surpasser en matière de tirage de fusil. Mais pourquoi qu'ils font pas comme dans le film Robin des Bois, un concours de tir? Mais ils vont essayer de faire ça, Oh wow! comme très bientôt. Alors, Donald a eu vent de l'affaire de Jack Warren par ses amis, et là, il a commencé à avoir peur, parce qu'il comprenait bien que Warren n'avait pas vraiment l'intention de l'arrêter pantoute, plutôt de lui proposer un duel qui a l'air de ben exciter Audrey, ou de juste le tirer d'en face random sans Ouais. avertissement en le croisant dans la rue. Alors, il essayait le plus possible de l'éviter, et de venir en ville seulement quand il savait que Warren ne serait pas là, mais un jour, le jour fatidique du 22 juin 1888, le cow-boy et le bootlegger devenu shérif se sont croisés à Mégantic. Oui, oui, Donald Morrison était revenu en ville parce qu'il était convaincu qu'il y avait une échéance sur son mandat d'arrestation. Pas sûr, ça marche bien. Je pense que c'est une autre personne qui sait pas lire ça, parce que je pense pas que c'est... Non, je pense pas que ça marche. Ah, ça fait assez longtemps, là, c'est assez. Ouais. J'ai décidé que c'était fini. Ouais. Parfait, on s'en va en ville. Fait que là, il est arrivé en ville, et de la véranda du American Hotel, Lucius Warren, il l'a vu venir. Alors, il a couru à l'étage pour ramasser son revolver et s'est précipité dans la rue. Et, en le voyant, Morrison lui a dit « Approche-toi pas, approche-toi pas. » Mais bien sûr, le maudit Warren s'est approché. Il s'est approché, puis il s'est approché, puis tout à coup, bam! Donald Morrison a tiré. Et il a tué Lucius Warren. Bah voyons donc. Alors, dans les journaux... Beding de même. Ouais, il dans la main. On te l'avait dit, Lucius. That's T'écoutes it. pas. Non. Hmm. T'écoutes jamais. Fait que là, Donald, il venait de graduer de simple pyromane amateur à tueur. Il a tué Oh, quelqu'un oh en my pleine God. rue, dans Quand l'après-midi, genre. Oh my God, on est mardi à 3 heures, là. C'est pas le temps pour tuer des gens. Alors, dans les journaux, l'affaire a commencé à faire vraiment jaser. Les journaux en ont profité pour chialer sur le compte de l'économie, de la société. Mais Donald Morrison, lui, était plus inquiet concernant les répercussions immédiates sur sa personne, tu sais, parce que dorénavant, il était recherché non seulement pour l'incendie et le fait d'avoir tiré aussi dans le salon des Duquettes, on s'en rappelle, mais aussi pour avoir tué un policier. C'est pas un vrai policier, mais c'est un nouveau, c'est un policier, c'est un constable spécial. Oh my God, oh my God. Je She sais. is wanted, wanted. Dead or alive. Mais tu sais, là, Oui.
il disait aux gens, c'est pas vraiment un meurtre, c'était la légitime défense. Mhm. Ce à quoi la police répondait, on Non. s'en sacre. On s'en sacre. Ne passe pas go et va-t'en en prison. Mais tu peux pas dire que c'est de la légitime défense quand c'est la police qui essaie de t'arrêter. Mais en fait, il essayait pas de l'arrêter, il essayait de tirer d'en face, Lucius Warren. En tout cas, Ouais, bon. je suis comme, ouais, mais le Ok. Alors, Donald a fait la seule chose qui lui restait à faire, il est parti en cavale. En cavale dans le bois, en se cachant dans le bois comme Robin des Bois. Wow! Mais aussi en se cachant dans les greniers et les caves de chez ses amis. Et il a réussi comme ça à échapper à la police pendant 10 mois. Malgré la récompense élevée qui était promise pour sa capture, soit 1200 $, qui est plus haut que l'hypothèque que son père avait contractée pour racheter la terre quand que Macaulay y a pris la terre. Oh my god. Fait que, tu sais, c'est toute une récompense. C'est tout un magot, hein. Alors, malgré la récompense élevée et malgré l'implication d'un grand nombre de volontaires de la police, des bénévoles de battus... Dans le temps, tout le monde pouvait devenir policier. Ah oui, il y J'ai a... rien à faire aujourd'hui, je peux être police. Ah, mais c'est ça, il y a plein de policiers qui sont venus s'impliquer là-dedans, puis ils nous disent, nous autres, on va l'attraper, on est capable de... Il y a des gens de la milice aussi, puis même des gardiens de prison de Sherbrooke, de Québec, puis de Montréal, qui ont fait un field trip pour aller à Mégantic pour essayer de trouver Donald Morrison. Non. Ben, les policiers, les prisonniers étaient juste comme, je peux juste m'en aller? C'est que se passe. Mais non, ils n'ont pas débarré les portes avant de partir. Ah, maudit. Mais pendant 10 mois, Donald Morrison a échappé aux autorités. Et pendant 10 mois, les autorités sont devenues de plus en plus frustrées par rapport à la situation. Le 7 août 1888. Là, tantôt, on était en mai, n'est-ce pas? Oui. On est en juin, pardon. Donc, 2 mois plus tard, j'ai perdu ma place. Ah non! Ah, je l'ai. Le 7 août 1888, donc 2 mois plus tard, dans le Montreal Star, on racontait que 6 détectives envoyés par le gouvernement avaient essayé de capturer Morrison, mais que ceux-ci étaient à tout bout de champ suivis et traqués par la population du coin, ce qui rendait leur travail impossible! Parce que il voulait protéger Donald! Ben c'est ça! Le fait est que la population du coin était de son bord. Les méchants prêteurs d'argent avaient profité de l'analphabétisme de Murdo pour lui en passer une petite vite, et les immigrants écossais et irlandais avaient la vie dure dans le Lower Canada. Et là, ils se sont tenus les coudes. Ils se sont tenus les coudes. Et là, en plus, Jack Warren, qui se prenait pour un policier, il avait décidé de faire ça pour avoir une possibilité de tirer quelqu'un en face. Ça ne leur semblait pas être une justice très raisonnable, ça, là. Alors, le peuple du coin voulait aider Morrison à rester caché le plus longtemps possible, ou du moins jusqu'à ce qu'ils aient la certitude que Morrison aurait droit à un procès équitable pour ses crimes et serait pas juste tiré d'en face par n'importe quel tweet qui est sacré constable spécial. Pendant sa cavale, plusieurs personnes ont essayé de convaincre Donald Morrison de simplement se rendre à la police aussi. Il y en avait qui étaient comme hey, on peut discuter peut-être, comme il disait dans Mission Cléopâtre. Il y a toujours moyen de moyenner, mais celui-ci s'est dit au-dessus du long bras de la justice, mettons, et au-dessus de la loi. Prochaine partie, l'arnaque du siècle. Oh là là! Le juge Alexandre Chauveau, qui était le commissaire de la police provinciale à l'époque, la Proto-Sûreté du Québec, oui, s'est plaint au procureur général Arthur Turcotte en ces termes. Toute la population écossaise de Stornoway et Spring Hill, les 2 villages où il doit être, est en sa faveur, le protège, le tient au courant des démarches de la police, et cela sans cacher leur protection du bandit. Oh my god, c'est vraiment Robin des Bois. C'est très Robin des Bois. 2 jours plus tard, Turcotte a envoyé un télégramme au ministre de la milice. Le ministre de la milice. Le ministre de la milice. Ça se prononce pas très bien. Mais je trouvais que c'était weird un peu. Pourquoi tu te fais pas une armée tant qu'avoir un ministère? Ouais, en tout cas, pour lui dire qu'ils avaient été informés que des hommes du 58e bataillon de Compton, qui était dans le coin aussi, dirigé par nul autre que freaking Malcolm Macaulay, qui était lieutenant-colonel. Ah oui, le riche homme d'affaires de Mégantic. Ah, maintenant, il est un lieutenant-colonel. Il était lieutenant-colonel tout ce temps-là. C'est juste que je vous l'avais pas dit. Ah, et maintenant, plot twist. les hommes de son bataillon, de sa milice, paradaient armés dans le village de Marsden en disant qu'ils allaient interférer avec la justice et protéger le meurtrier Morrison. Ce qui est étrange quand même, parce que c'est les hommes de Malcolm Macaulay. En tout cas, Ils se sont rebellés. Alexandre Chauveau, le juge, il a reçu la nouvelle à Québec, et quand il a reçu la nouvelle, elle avait été grandement exagérée et amplifiée par le bouche à oreille. Et là, plutôt que de risquer ses propres hommes, Chauveau, tu sais, à la SQ, là, il a décidé d'offrir à Morrison de la possibilité de s'enfuir aux États-Unis, de s'exiler, ce qui pelleterait le problème dans la cour de l'agence Pinkerton.
L'agence Pinkerton, c'est ce qu'il y avait aux États-Unis avant d'avoir le FBI. Oh! L'agence Pinkerton, là, c'était comme dans Lucky Luke, là. C'est les policiers, là, qui arrêtaient les méchants dans le Far West, là. L'agence Pinkerton. Fait que là, ils voulaient pelleter le problème dans la cour des Pinkerton. Tatoué! Fait que là, ils voulaient faire cette offre-là. Il a écrit à Turcotte, le ministre de la milice, et, tu sais... Oh non, pardon, Turcotte, le procureur général, oui. Et il lui a dit, tu sais, là, tout ce que Donald Morrison, il veut, là, c'est 500$ pour le dédommager, ça ferme. La police pourrait lui offrir 500$ pour qu'il crée son camp. Ce à quoi Turcotte a répondu que ça fait faire le niaisage. Hey. On négocie pas avec les terroristes, Non. comme qu'ils disent. Puis, on va arrêter Morrison, coûte que coûte. Puis, rien de nouveau n'a été tenté pour l'appréhender entre août 1888 et janvier 1889, parce qu'il y avait sans doute d'autres choses à faire. Puis là, en janvier, un détective du nom de Haigam, H-E-I-G-H-A-M. Haigam! Hey! Bon, Lui. ce détective a décidé de tenter le tout pour le tout dans une opération secrète. Oh my God. A covert operation. Il s'est rendu à Mégantic sous prétexte de faire de l'arpentage. Pour la construction d'un nouveau moulin à scie. Je viens chercher le monstre de Mégantic. Où est-il? Où est-il? Le monstre de Mégantic. Et là, en fait, secrètement, il voulait bien sûr trouver Donald Morrison. Et même s'il faisait bien attention de ne jamais mentionner le nom de Donald Morrison ou quiconque impliqué dans l'affaire et de juste parler de son moulin à scie et du monstre de Mégantic, il a bien vite réalisé que tout le monde se méfiait de lui pas mal. Ah ouais, non, on sait exactement ce que tu veux, monsieur. C'est pas très subtil quand tu vois que tu dis le monstre de Mégantic, tu fais un petit clin d'œil. C'est pas très subtil non plus, tes petites lunettes en plastique avec un nez accroché après que t'as acheté au Dollarama, là. Alors, c'est ça. Il n'était même pas capable d'écouter aux portes. Parce que dès qu'il s'approchait, les gens commençaient à parler en gaélique. Wow! Pour pas qu'ils les comprennent. Il se méfiait vraiment de lui. C'est très évident qu'il savait ce qui se passait. Alors, le détective s'est bien vite tanné de n'aboutir à rien. Et il est retourné faire son briefing à Alexandre Chauveau puis à Arthur Turcotte. Tu vas te faire ton Duolingo de gaélique? Ben oui, t'avais juste... En plus, tu peux le faire. Donc, selon Ham, il y avait juste dans son briefing. On s'excuse s'il y a quelqu'un qui nous écoute et que c'est votre nom de famille. Ben oui, dites-nous comment le prononcer, là. Bon. Fait que selon le détective Ham, il n'y avait que 2 possibilités pour capturer Donald Morrison. J'ai hâte de les entendre. C'est excellent, tu vas vraiment aimer ça. J'écoute. Organiser une autre opération comme ça, undercover, où des hommes des Pinkerton du Texas viendraient à Mégantic en se faisant passer pour des cowboys et en étant aussi accompagnés d'un homme parlant le gaélique. Ce qui allait leur permettre de déjouer les gens qui se laissent pas écouter aux portes. Ou 2, augmenter la récompense à 3 000 $ au lieu de 1 200 pour inciter un des amis de Morrison à le livrer aux autorités. Je pense que la population, on l'a remarqué, ils sont assez bright. Si t'envoies des gens du Texas, ils vont faire... Ouais, non, on le sait. Mais c'est quoi ce style-là? La première proposition était tellement pas rapport, la deuxième est tellement plus On facilement devrait applicable. envoyer des gens du Texas. À l'époque, où est-ce Mais que ça aurait pourquoi? pris combien de temps de partir du Texas pour aller à Mais Mécan? ça aurait pris une éternité! Voyons donc, ça avait tellement pas de bon sens comme idée. Pourquoi il a pas dit on va prendre 3 gars de Montréal, on va les mettre sur des chevaux, puis on va leur dire gars, c'est des cow-boys. En tout cas, fait que donc, Chauveau et Turcotte... Il y en avait des Irlandais, des Écossais à Montréal. Mais oui, il y en avait plein, en tout cas. Ils ont choisi la seconde option. Ah. Bon. Un mois plus tard, voyant qu'il n'y avait toujours pas de résultat, même avec la nouvelle récompense, le chef détective en chef, Silas Carpenter de Montréal. On a déjà parlé de Silas Carpenter, right? Est-ce qu'on a déjà parlé de Silas Carpenter? Ce nom-là me disait de quoi? Je l'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé de cas qu'on avait traité, mais je connais ce nom. Je trouve ça étrange. Donc, le chef de la police, Silas Carpenter de Montréal, a décidé d'envoyer un autre espion à Mégantic, alors que lui-même et 4 de ses hommes attendaient en stand-by, avec un train à Sherbrooke, prêt à partir dès que Morrison serait capturé. Le nouvel espion était un homme de Sherbrooke, un avocat du nom de B.C. McLean. B.C. McLean avait probablement pas grand-chose d'intéressant à faire, alors il a décidé de devenir un espion pour la police de Montréal. Pourquoi c'est la police de Montréal qui organise ça? Pourquoi ils ont pris un gars de Sherbrooke? Je ne comprends rien. Bon, celui-ci... Comment B.C. tu caches un McLean. train? J'ai tellement de questions.
peut-être sans doute derrière un gros buisson. Un très gros buisson. Comme, je voulais parler de ça en ondes. Moi, là, tu sais, dans la rue, là, il y a des buissons. Il y a des petits buissons avec les petites baies rouges pour les oiseaux. Puis il y a des buissons avec les petites baies mauves pour les oiseaux. Puis il y a des buissons à glosettes au yogourt. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Non. Il y a des buissons avec des petites baies blanches dedans. Ah, Moi, oui, je trouve oui, que oui. ça ressemble à des raisins secs dans le yogourt. Oui, mange pas ça, s'il te plaît. Ben non, mais j'en mangerai pas, mais je trouve ça très beau. Donc, sans doute, derrière un buisson à glosettes, ils avaient caché le train qui était en stand-by. Mais donc, B.C. McLean, l'avocat qui était peut-être très, très bored à son J'ai cabinet, rien à faire, s'il vous plaît. Donnez-moi quelque chose à d'excitant à Sherbrooke, faire. il avait quelque chose d'excitant à faire Il désormais. avait fait son Duolingo de gaélique. Non, Bon. mais il avait un avantage considérable sur him et ses prédécesseurs. Il avait des connaissances de la topographie de Mégantic. Oh! Et il n'a pas réussi à tirer d'informations compromettantes sur Morrison à quiconque, mais il a tout de même réussi à faire parler certaines personnes au point de tirer une conclusion toute nouvelle. Contrairement à ce que tout le monde pensait dans les forces policières, Morrison ne semblait plus jouir de la sympathie des gens du coin. Oh! Il a overstay son welcome. Oh! Exactement. Comme Julian Assange qui faisait du skateboard dans le monastère où est-ce qu'il était caché. C'est exactement comme ça. Voici son témoignage à Silas Carpenter qui a été très approximativement traduit par moi. Ses plus fervents partisans le dénoncent pour avoir exposé ses amis à l'emprisonnement en faisant de leur maison ses repères. Même ceux qui l'hébergent seraient heureux de le voir arrêté. Ils craignent de lui refuser un habit de peur qu'il ne leur tire dessus, car il porte toujours 3 revolvers chargés et il a un fort esprit de vengeance, comme on l'a déjà constaté au préalable, là. Bon, on pense également qu'il est en train de devenir fou à force de ruminer ses torts et qu'il est une source de danger pour le district. Ils l'ont soutenu parce qu'il n'aimait pas son ennemi Macaulay, puis il n'aimait pas non plus les Britanniques. Non. Mais depuis le refus de Morrison de se rendre, parce qu'ils lui ont quand même donné la possibilité de s'exiler aux États-Unis, et il a dit non, eh bien, les gens du coin sympathisent avec l'un comme avec l'autre. Donc, avec Macaulay, autant qu'avec Donald Morrison, les avis sont plus mitigés qu'avant. Oh. Il a quelques jeunes amis qui l'informent, mais qui n'oseraient pas, dit-on, l'aider contre les autorités. Et même s'il le voulait, il ne l'aiderait que très peu. Oh. Ce témoignage a été rendu le 19 mars 1889 et il a considérablement rassuré les corps policiers, qui craignaient que la population du coin ne prenne les armes contre eux s'ils essayaient d'arrêter Morrison. Oh. Parce que tu l'as dit, Ouais. c'est l'Estrie, tout le monde a des guns. Un plan d'envergure a donc été mis en branle. Le bureau de Pinkerton de Boston, encore eux autres, a été alerté Ben, au Boston, cas c'est plus où... proche que le Texas. Oui, ça on va a se plus dire. d'allure. Ouais, ben, c'est ça le principe. Ils l'ont alerté parce que ils se sont dit au cas où Morrison essaie de traverser la frontière, ben les Pinkerton sont dans le coup, Au garde à vous. au garde à vous. Et le juge de paix et commissaire à l'extradition, Calixte Aimé Dugas, de Montréal, Tout un nom. a été choisi pour mener une équipe composée des meilleurs policiers, pas de meilleurs policiers en top général, mais policiers. c'est des top policiers de la métropole pour leurrer Morrison hors de sa cachette. Afin d'y arriver, Dugas, que je vais surnommer Calixte. Non, mais j'aime ça son prénom. Fait que Calixte Aimé a publié une proclamation déclarant que quiconque aidait à dissimuler ou aider Morrison serait passible d'une amende et d'une peine d'emprisonnement de 2 ans. Oh là là. Son plan n'a pas fonctionné. Alors, pour se venger, Dugas a fait arrêter 3 hommes de Mégantic et les a accusés d'avoir hébergé Morrison. C'était 3 gars random. Alors, la communauté était outrée. Comme en témoigne ce poème écrit par un certain W.H.D. et publié dans le Montreal Star Oh. le 6 avril 1889. Là, j'ai pas Ouais. traduit les poèmes. Fallait-tu que je traduise les Ben poèmes? non. Au pire, fais-le, puis je vais le traduire au fur et à mesure. Je me demandais pourquoi j'avais inclus ça. Je m'en rappelle, c'est à cause des rimes qui me faisaient rire. Ah, ok. Vas-y, on t'écoute. The winds whistle loudly o'er mountain and glen. The gay peeler laddies by hillside and fen are searching and seeking for Donald Cybra, but alas, all in vain for Donald Zawa. Wow! Il y a 4 autres strophes que je vais pas vous lire, mais il y a un bout à la fin que je dois vous lire. D'accord. Revenez chez vous, mon brave Bissonnette, or les sauvages écossais may capture you yet. Your Gaelic politeness is not worth a straw in Winslow at present for Donald Zawa. La référence à Brave Bissonnette, c'était le constable Bissonnette qui avait dit que les Écossais étaient des sauvages.
C'est pas correct, ça, monsieur. Alors, il se faisait blaster dans un poème. Et voici un deuxième poème, cette fois-ci par Roderick II. My God, c'est comme un rap battle. Où est-ce qu'il rit de la police? Oh my God, je t'écoute. Je sais pas comment prononcer. Fais de ton mieux. Je voulais juste l'enfin Moi, je vais jouer avec, du tam-tam comme avec les les geeks. mots que je sais pas prononcer. Je vous jure qu'on est sub. Innocent, your hired tools to pray to law and legal rules and think that hired men are fools, they're Morrisons. Woo to the man who'd widely dare to take him in his mountain lair, or murky wood, if I am there, where Morrison. Prix de la poésie Radio-Canada. Parce que je comprends pas les mots en vieil anglais. Je sais pas comment les prononcer. En tout cas, On est sobre. Promis juré. tout le monde écrivait des poèmes dans le Mais il n'y avait pas d'électricité. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le monde écrivait des poèmes dans le journal. En support pour Donald Morrison. Bon, OK. Yeah, For Donald. Donald's Award. OK. Yeah, Donald, t'es full original. Tu ressembles à une orignale. T'es trop génial. Je pensais pas rire de même. J'étais sûre que j'allais être capable de le lire avec... Ouf, je suis pas capable. Avec tout le sérieux qui se mérite. C'est tellement beau. On va aller les lire au bistrot de Paris. Moi, je pense qu'après ça, je vais enregistrer juste une vidéo de moi qui lit les poèmes, puis on va mettre ça sur notre Patreon. Parfait. OK, avec mon bel accent. Abonnez-vous au Patreon si vous voulez voir ça. Tabarnouche. Puis là, je finissais le segment avec les poèmes en écrivant « Merci de votre attention. » OK, prochaine Applaudissements partie. polis. Le début de la fin. Le début de la fin. Et puis là, l'attitude outrée de tout le monde a subitement changé quand la police a découvert chez les parents de Donald Morrison des douzaines de lettres incriminant des gens du coin dans lesquelles des membres de la communauté informaient Morrison des mouvements de la police Oh, whoop. et de leur apparence et tout ça, tu sais, parce qu'il y en avait qui étaient undercover. Undercover. Comme him. Encouragé par ces nouvelles pièces à conviction, Calixte Aimé Dugas a fait émettre encore plus de mandats d'arrestation pour accroître encore plus la pression mise sur la population du coin. Make it rain les mandats d'arrestation. Poum, petit, poum, petit, poum. Avant d'avoir eu le temps d'appliquer les mandats for Donald Zawa, par contre, Dugas a cédé à la pression populaire qui lui suggérait d'accepter une trêve proposée par Morrison qui voulait négocier. D'accord. Il voulait Nous allons négocier. paiement de... Voici ce qu'il voulait. Il demandait un paiement de 900 pièces et 3 jours pour quitter le pays. Ce que Dugas a refusé. Ben là. Morrison lui a dit qu'il avait envoyé une missive à l'honorable Edward Blake pour avoir son avis sur son cas, sans doute pour savoir si un juge pourrait être clément à son égard. Et ben, si l'avis de Blake était favorable, a dit Morrison, il accepterait de se rendre aux autorités. Donc c'est Donald Morrison qui a fait ça. Fait qu'il faisait des démarches pour savoir qu'est-ce que les juges de paix du coin ils pensent de lui. Oui, Là. il y en a-tu? J'ai dit des chances de m'en sortir. J'ai dit des chances. Il a envoyé le photo! Donc, le 12 avril 1889, le lendemain de la rencontre, Calixte Dugas a émis, non pas un, non pas deux, mais bien 45 mandats d'arrestation supplémentaires. Oh non, j'ai pas Ka-ching, le droit. ka-ching, 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 ka-ching. Il voulait accroître le plus possible la pression parce qu'il y avait un deadline, là. Okay? Sa deadline, c'était le 20 avril, c'était dans 8 jours. Mais là, tu peux pas mettre Mégantic au complet derrière les barreaux, là. Mais non, mais là, bon, Là, Morrison- la population, elle va se rebeller. oui, Morrison, de son côté, il commence à comprendre que la fin approchait là, pour sa cavale. Il ne pouvait plus continuer à mettre en danger les gens de Lac-Mégantic et il ne pouvait pas se cacher indéfiniment. Alors, il a accepté de rencontrer 3 membres de la Richmond Caledonian Society qui lui apportaient un message de Edward Blake, tu sais, le juge auquel il avait demandé son avis, lui recommandant des termes pour une reddition. Ces 3 hommes ont assuré Calixte Dugas qu'une autre trêve de 3 jours sera demandée pour leur rencontre, mais justement, à partir du 20 avril, au moment où les policiers étaient censés retourner à Montréal. C'était ça le deadline. Puis là, le 21 avril, c'était le dimanche de Pâques.
La police était censée repartir. Là, il y avait la Manger trêve. du chocolat. Oui, Il fallait qu'il aille stopper le cocoton de la il fallait. Mais comme des bons catholiques, surtout, Calix aimait du gars, puis tu sais, son esti de constable Oui. bissonnette que tout le monde haïssait, ils étaient partis dans leur famille. Ben oui, on Alors... travaille pas le dimanche, c'est le jour des seigneurs. Mais non, en plus, ça, c'est Pâques. Hey, sacrilège. C'est ça. Donc, ils étaient repartis dans leur famille. Et, pendant ce temps-là, un autre constable, dont nous n'avons pas le nom, pour une raison qui m'échappe quelconque, parce qu'il est vraiment important dans cette histoire, il en a profité pour tirer Donald Morrison, alors que celui-ci sortait de la maison de ses parents pour se rendre à Stornoway rencontrer les hommes de Edward Blake. Il y avait comme... Il surveillait la maison. Oui, mais il était en trêve. Ça, c'est pas correct, C'est monsieur. pas correct, constable, Brutalité chose. policière. Et c'est ainsi que la cavale de 10 mois s'est terminée. Morrison était correct. Ah, OK. Il était correct, mais il a été arrêté et il a subi un procès pour meurtre en octobre de la même année. C'est parce qu'il a tué, on s'en rappelle, Lucius Warren, avant mes poèmes. Vous vous rappelez de mes poèmes? Vous vous rappelez des poèmes, ils étaient bons, hein? Vous rappelez-vous de mes poèmes? C'était le meilleur moment de cet épisode. Oui. Le procès a été speedy. Et même si le juge a essayé de convaincre les jurés qu'il ne serait pas raisonnable de trouver Morrison coupable de meurtre au second degré, de manslaughter, au lieu de murder, d'homicide, tu sais, les jurés n'en ont fait qu'à leur tête et ils l'ont trouvé coupable de manslaughter. Le juge a condamné Morrison à 18 ans de travaux forcés pour un homicide involontaire. Ce qui est comme C'est beaucoup. beaucoup. Mais c'est ça, je trouve que c'est pas à peu près correct, mais en même temps, je sais pas si dans le temps, les juges avaient le droit de donner des instructions très très pointues parce qu'ils disaient aux jurés, là, vous avez le choix, vous devez déterminer si c'est volontaire ou pas volontaire, puis ce serait pas raisonnable de trouver ça pas volontaire, fait que trouver que c'est volontaire. Puis je trouve que c'est un peu... Ouais, non, il me semble que les juges, tu peux juste comme faire un wrap-up, Ben non, c'est ça. qu'est-ce qui compte comme les preuves, puis... Oui. Mais non, tu peux pas, parce que même... Là, ça serait cause d'aller en appel puis de montrer que le juge a pas été... Oh, mais là, y avait-tu un appel en 1889? Je le sais pas. Non, là, je parle de Non. Je parle du haut de 2023. De maintenant. Mais donc, les jurés n'en ont fait qu'à leur tête. Ils ont décidé que c'était manslaughter plutôt que murder. Fuck you, monsieur le juge! Et le juge, lui, a décidé d'en faire qu'à sa tête et il a condamné Morrison à 18 ans de travaux forcés, comme j'ai dit. Morrison, qui était fier, on le sait, a refusé pendant 5 ans tous les médicaments qui lui étaient offerts et comme ben de la bouffe et il a fait une grève de la faim. Et à cause de, tu sais, la malnutrition et Oui, tout ça, tout à il fait, a hein. contracté la tuberculose. Oh non! Ce qui est très ironique parce que c'est la maladie des patates et il était un Écossais. Il y a eu une pétition alors pour le faire libérer et faire preuve de clémence à son égard. Même Et- s'il s'appelait Donald. Oui, effectivement. Et la pétition, elle a eu du succès et il a été libéré de prison, mais malheureusement, il est décédé quelques heures après sa libération Oh non! à cause de la tuberculose. Aïe, aïe, aïe. C'était en juin 1894. Il avait 36 ans. Sa dépouille a été enterrée dans le cimetière de Marsden, aujourd'hui Milan, en Estrie, dont on a parlé quand on a parlé du déraillement de train avec Antique. Oui. Depuis, Donald Morrison est devenu une sorte de héros populaire pour les Écossais au Canada et il est entré dans la légende. Chaque année, on commémore Donald Morrison à la fête des Écossais qui est célébrée dans la ville de Milan. Son histoire a aussi été romancisée à plusieurs reprises et sa destinée est devenue le sujet d'un album concept en langue écossaise de l'artiste Calum Martin en 2007. L'album s'intitule bien entendu The Megantic Outlaw. Oh! Et c'est ainsi que se termine la triste histoire de Donald Morrison. For Donald Zawa. Donald Zawa. Comment t'écris ça, Awa? A-W-A avec un... C'est away, mais il n'y a plus de way Ouais. à la fin parce que ça rime. For Donald Zawa. J'espère qu'il chante les poèmes qui étaient publiés dans les journaux J'espère avec que... la, avec la cornemuse. Parce que c'est si bon. Avec la cornemuse. Oh. Ah, Catherine, J'ai hâte de tout vous le lire après. Catherine est en train de relire les poèmes. J'ai tellement hâte. C'est tellement beau. T'inquiète, C'est c'était magnifique. ça l'histoire de Donald Morrison. Mais c'était excellent. Le cow-boy de Mégantic. J'ai adoré ça. J'imaginais Kevin Costner sur un cheval. Oh, c'était incroyable. Ouh, du Jean Bon Jovi. Non, Kevin Costner. Ah ouais, comme une Parce que c'était très Robin des Bois. C'était très Robin des Bois. Mais est-ce que c'était Robin des Bois à l'homme en collant? Ou juste Robin des Bois normal? C'est ça la question. Mais je pense que même le Robin des Bois normal était comme fucking ridicule. 100%. Mon Dieu, absolument. Ça avait l'air d'un vidéoclip de métal des années 80.
Absolument. Avec l'accent british de Kevin Costner. Oh boy. Puis Alan Rickman qui n'en avait rien à foutre. Ah, mais il faisait le shérif de Nottingham. Oui, le shérif. Il était tellement un bon shérif de Nottingham. Le shérif de Nottingham. Le shérif de Nottingham. J'aime ça. J'aime ça. Oh, c'est beau. Fait que c'est ça. C'est ça l'histoire de Donald Morrison. Excellent. C'est un de nos criminels les plus connus que personne connaît. Non, mais c'est ça. Il est vraiment entré dans la légende, là. Oui. Puis je veux dire, beaucoup d'informations que j'ai trouvées sur lui, c'est vraiment weird. Mais c'est parce que il y a plein de photos de sa tombe. Ah. Fait qu'en voyant la photo de sa tombe, il a été enterré avec sa famille et tout. Fait que là, j'ai pu avoir les noms justement de sa famille puis retracer un peu sa généalogie. Mais je veux dire, c'était comme « Ah! C'est la tombe du célèbre outlaw de Mégantic! » J'étais comme « Oh mon Dieu, d'accord, ben, calmez-vous! Selfie. Calmez-vous! Cessez! » Et non, c'est ça, les gens font pas des petits becs en rouge à lèvres, là, comme sur la tombe de Oscar Wilde au Père Lachaise. Au Père Lachaise. C'est quelle tombe que les gens flattent son membre? Je sais pas. Je me rappelle pas c'est qui. C'est un autre tombe au Père Lachaise. Oui. D'un poète, non? C'est-tu Louis Aragon? Non. Apollinaire? Ah, peut-être Apollinaire. Non, il est-tu au Père Lachaise? Ok, c'est ça, on dérape. On est rendu loin, là. Oh, On est rendu dans le lore des tombes. le Lord tombe. Le lore de tombe. Lore of the tombe. Alors, oui, chers auditrices, non. on espère Oui. que vous avez aimé cette histoire de cow-boy, de hors-la-loi Et de poésie! et de poésie. Mon Dieu, Catherine pleure, mesdames. Mesdames et messieurs les auditeurs, J'avais oublié que j'avais mis des poèmes dans le J'étais pas prête mentalement à lire ça. Alors, si vous avez aimé ça, que vous aimeriez... Attends, faut que je lise un autre bout. Ok, Catherine va nous lire un autre extrait. Il y avait un bout où il parlait de Calix du gars. Ok, let's go, t'écoute. Ok. Ten cadgers and the bowl du gars can't take our island manawar. Ok, il aimait vraiment le... Oh, wow! Pourquoi c'est toujours un war pour rimer avec toutes les affaires? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi la poète, c'est toi qui es supposé nous le dire. Je sais pas, je comprends rien. Ah, c'est fini, c'est beau. Je vais arrêter de vous lire des textes. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Oui, je vais fermer l'ordinateur. Tu veux pas en improviser un? Non. Non, mais ça va nous prendre des chanteurs. For the laptops a war. Oui, mais j'ai ils sont là. Ah, Ouais. J'ai la technologie d'entre les mains. Alors, chers auditeurs, merci d'avoir été des nôtres. Si vous aimeriez en savoir plus sur le podcast, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @unpeudecrime, sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Si vous voulez nous écrire des commentaires, nous recommander des cas, nous recommander des cafés, nous écrire des poèmes sur Donald Morrison, vous pouvez le faire unpeudecrime@gmail.com. Vous allez faire très, très, très plaisir à Catherine. Oui. Et si vous aimeriez nous encourager de façon pécuniaire, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. Rendez-vous sur la page patreon.com/unpeudecrime. Il y a différents tiers auxquels vous pouvez vous abonner qui vous donnent différents avantages. Par exemple, des autocollants, des rabais sur notre boutique, l'accès à notre Discord. Vous pouvez voir des photos de chats, de chiens et maintenant de lapins. Et vous avez accès aussi à 4 épisodes bonus par année et des vidéos. Et plus. Et plus même quand que Catherine et moi, on a de l'inspiration. Ouais, là, pour l'instant, on en a 5 de sorties. C'est magnifique. Puis ça fait même pas un an. Alors... C'est incroyable! Et on a aussi des vidéos de nous autres qui font des niaiseries, qui goûtent des cafés. Et peut-être qu'on va faire des fleurs en jujube, des affaires de même, mais que peut-être que Catherine va mettre des petites lunettes rondes et un béret et vous lire de la poésie sur Donald Morrison. Et sinon, oui, c'est possible. Nous allons prendre un moment pour remercier les nouveaux Patreons et Patreonnes. Bonjour. Alors, merci Élise Rouleau. Merci Xavier Boucher. Merci Lucille Pérusse. Merci Des Ondes. Merci Mylène Lessard. Merci Joanie Hudon. Merci Isabelle Poulain. Marie-Pierre Delisle. Merci Valérie Lauzon. Jade Welch-Legoff. C'est toi! C'est toi! T'es dans le Patreon, bonjour! Merci Audrey Isabelle. Merci Anonyme. Merci Léa Tortoise. Merci Michel Marois. Merci Bianca Côté. Merci Liliane Brisson. Merci Alexandra LH. Merci Annie-Claude Lacroix. Et merci Trd. C'est bon ça. Merci TRD. On dit les noms que vous mettez sur Patreon. Okay. Vous aviez juste à avoir un nom qui avait de l'allure. Voilà. Oui. Alors,
c'est ce qui conclut notre histoire de cow-boy, de Tchernobyl et de Mégantic. Oh! Alors, pour ceux elles qui en ont eu assez dans leur café, on vous dit à dans 2 semaines pour plus de crime et plus de café. Et pour ceux elles qui en veulent plus, on vous invite à vous rendre, non pas au cabinet de toute la vérité, Non! mais au cabinet de McDonald Lapointe, parce que j'ai décidé qu'aujourd'hui je vous parlais de... Indéfendable. Maître Côté, regardez mon beau bureau! Ah, mon Dieu, Maître Boutin, j'ai enfin de l'argent pour me payer des affaires parce que je suis devenue une criminaliste et non pas un avocat de la couronne. Ah! Ignorez mon collègue, il est toujours sur son vélo stationnaire. Ah oui, j'essaie, mais il est trop beau. Ah oui, en effet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de bon au cabinet McDonald Lapointe, là? Alors là, on va prendre un café, on va s'installer en avant du bureau de mon collègue pour le regarder sur son vélo stationnaire. Et je vais Oui. vous raconter ce qui est arrivé Oui. au meilleur ami de mon collègue Léo McDonald. Oh non, pas Mathieu Baron! C'est l'histoire De Nick Romano. C'est l'histoire de Nick Romano. Il est revenu Il est revenu. dans le district 31, direct dans Indéfendable. Il a changé de poste et maintenant, il est un policier dans Indéfendable. Ah, incroyable! Et là, il a fini son shift. Ouais. Puis là, tu sais, comme tout bon policier qui finit son shift, il y a un petit creux, tu sais. Fait qu'il décide d'aller chercher à manger. OK. Puis là, il appelle sa blonde, Anne-Elisabeth Bossé, Oh, pour lui demander si elle veut quelque chose. ouais, toi, c'est quelque Hey. chose B. Elle dit non, merci, juste toi. Oh, là! Ok, j'ai peut-être rajouté ce bout-là. Ah, OK. Je sais pas, ça aurait pu être dedans. Puis elle dit comme non, non, juste un chalet dans les Laurentides. Oh Puis là elle dit pas de là là. trouble, tous pour un chalet. Puis là, il rentre dans le café. Mais là, comme qu'il s'en va commander son sandwich au jambon sur une baguette, il y a un policier armé qui rentre et qui vise un couple de jeunes avec son gun. Quoi? Puis là, Mathieu Boiron, il est tout comme « Ah! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, il tire sur le gars. Mais là, le policier il se tourne vers lui avec son gun. Puis là, Mathieu Boiron, il comprend que c'est une menace. Alors, il tire le policier aussi. Puis là, suite à la fusillade, on attend, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe? Parce que là, qu'est-ce on qui s'est apprend- passé? on apprend à la radio qu'il y a eu une fusillade. Où est-ce que Mathieu Boiron était, tu sais? Il a dit à Anne-Elisabeth Bossé où est-ce qu'il était. Dans une belle province. Fait que, fait que là, au cabinet McDonald Lapointe, on capote, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on est sûr qu'il est décédé parce que les annonces de Indéfendable nous laissaient croire que Mathieu Boiron était décédé. Mais là, finalement, il répond à son téléphone. Ah! Alors, il est encore en vie. Alors, Oui. les associés du cabinet McDonald Lapointe peuvent embarquer sur un vélo stationnaire de Sébastien Delorme et aller rejoindre Mathieu Boiron. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Mais il y a eu une fusillade. Ben oui, je sais bien. Puis là, Mathieu Boiron se fait interroger par la police, Oui, qui vont sur place après. oui. Puis là, Léo, son grand chum, même si il a failli voler sa blonde, Poupou Léo. Poupou Léo, Mhm. il dit « Tu fermes ta gueule. » Tu débriefes, puis tu fermes ta gueule. OK. Tu fermes ta gueule. OK. Tu fermes ta gueule. OK. Puis Anne-Elisabeth Bossé lui dit « Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. » Puis qu'est-ce qu'il a... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais il a tiré sur quelqu'un. Bon, mais il a tiré sur le policier? Et l'autre gars, Mais il a peut-être pas fait exprès? Il a-tu fait exprès? ben il pensait que c'était lui la menace. Il y a un policier qui le visait avec un gun. Ah! Mais là, ce qu'on apprend quand que Mathieu Boiron va au poste de police avec Oui. les autres policiers, Oui. c'est que le gars, la police, c'était un gars déguisé en police qui voulait juste faire une fusillade. OK. Puis que dans son auto, il y avait une liste de gens qui voulaient tuer. OK. Fait que Mathieu Boiron, il a assisté quelqu'un qui n'était pas une police. Il a tiré sur un innocent. Oh non. Et là, on lui demande « Mais pourquoi t'as fait ça? » Et Mathieu Boiron dit « J'ai vu une menace, j'ai identifié la menace, j'ai neutralisé la menace, mais après j'ai réalisé que la menace n'était pas là, la menace elle était là. »
Je vous jure, il a dit menace 14 fois en dedans de 1 minute. Mais oui, mais il n'y a pas d'autre mot pour ça qui existe. Alors là, on comprend que tous les avocats lui avaient dit « ferme ta gueule ». Oui, oui, oui. Alors, il ne ferme pas sa gueule. Non, bien sûr, Et il pourquoi décrit faire tout en détail qu'est-ce qui s'est passé. ça? Oui. Et là, Anne-Elisabeth Bossé, au cabinet McDonald de Pointe, elle capote. Puis Oui. elle dit « c'est ben trop long pour un débrief, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? » Oui. Puis là, elle apprend qu'il a ouvert sa gueule. Puis là, le lendemain, il se rend au cabinet de McDonald de Pointe. Puis là, tout le monde lui dit « mais pourquoi t'as ouvert ta gueule? On t'a tous dit de fermer ta gueule. » Ouais. Puis là, il dit « parce que je t'ai pompé! » Tabarnak. Ce qui n'est pas une bonne excuse. Alors là, le cabinet McDonald de Pointe vont devoir défendre Mathieu Boiron. Mais là, l'innocent qui est mort, Mhm. c'est le fils de Guy Jodoin. Non, pas Guy Jodoin! Qui est un ancien policier. Et là, il comprend que son fils s'est fait assassiner par un policier cow-boy qui ne suit pas les règles. Un policier cow-boy de Tchernobyl! Exactement. Non! Alors on comprend C'est les pires. que Guy Jodoin, il risque d'en avoir contre Mathieu Boiron. Parce que les épisodes ils finissent avec Guy Jodoin qui lave son gun. OK. Moi, j'ai une question. Bien sûr. Le gars qui est rentré faire une fusillade, là, comment il faisait pour avoir l'air d'un policier? Il était déguisé en policier. Ouais, mais je veux dire, si t'achètes un déguisement de policier, ça ressemble pas vraiment aux uniformes de policier. Ben, honnêtement, en plus, dans l'émission, le costume de policier, il est vraiment cheap. Ben, c'est ça l'affaire! Fait que Mathieu Boiron, il a juste capoté un petit peu. OK. He came in hot. Et là, on sent que ça va pas bien se passer pour lui. Ben non, c'est ça. J'espère que tu vas me tenir au courant. Ben oui, Au cabinet McDonald's, chose. McDonald's à Pointe. McDonald's Burger King. McDonald's Burger King. c'est le seul Oui. cabinet. Mais là, ce qui est le fun à constater, c'est qu'il est encore sur son vélo stationnaire, lui. Ben oui! On va le laisser continuer sa run. Il est sûrement pas rendu Ben oui, là, il est rendu au, il est rendu dans la schlag. Oui, c'est ça! Il est en train de continuer son lap du Tour de France. Lâche pas, Sébastien! T'es capable, tu fais du T'es bon capable! temps! Léo! Léo! Yes! que- Let's go, Léo! Ça rime, fait que c'est vrai. C'est ça qui se passe au Oui. cabinet McDonald La Pointe. C'est excellent. On va devoir défendre Mathieu Boiron C'est correct. parce qu'il a pas donné de chalet au jeune Nico. Oh non, qui était le fils de Guy Jodoin? Exactement. Qui en aurait sans doute mérité un. Oui, Oh, c'est triste. c'est très triste. Oui. Voilà ce que je Bon. voulais vous raconter. Là, on peut pas lever la séance parce qu'on n'est pas les avocats de la couronne. Ah, Ni un juge. on va le faire Qu'est-ce pareil. qu'on peut faire? OK, parfait! Bye bye!